Détournement de fonds publics, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, on entend ces mots presque toutes les semaines dans les médias. Ça fait les gros titres, mais soyons honnêtes, ça paraît souvent un peu abstrait, un peu lointain. Et pourtant, à force de voir ces affaires se multiplier, on en vient à se poser une question simple. Au-delà des scandales, comment est-ce que ça marche vraiment ? En fait, à la base, la corruption, c'est une transaction secrète, de l'argent ou un service contre une faveur. Mais cette idée toute simple cache des mécanismes d'une complexité et d'une ampleur qu'on imagine à peine. C'est un peu comme s'il existait un manuel non écrit, un guide des bonnes pratiques qui se transmet de bouche à oreille entre ceux qui agissent dans l'ombre. Pour bien comprendre, le mieux, c'est d'imaginer la corruption comme un iceberg. Ce qu'on voit, les scandales qui éclatent dans la presse, les procès, les condamnations, eh bien ça, ce n'est que la toute petite pointe qui dépasse de l'eau. Le plus gros, l'essentiel, ça se passe sous la surface, bien caché, là où les vrais systèmes sont à l'œuvre. Alors commençons notre plongée par le sommet de l'iceberg. La partie la plus visible, la forme de corruption la plus répandue. Celle qui s'infiltre dans le quotidien et qui touche directement les gens. Ce premier niveau, c'est celui du passe-droit, du petit arrangement, du raccourci payant. Un exemple très concret, obtenir un logement social. Pour des milliers de familles, c'est la promesse d'une stabilité, d'un loyer abordable. Le problème, c'est que les listes d'attente sont interminables, sauf bien sûr si on connaît le bon raccourci. Le processus est d'une simplicité déconcertante. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, on remplit un dossier tout à fait classique qui est censé se perdre dans une pile gigantesque. Deuxième étape, un pot de vin, disons 4 000 € en liquide, est versé à un intermédiaire. Cet intermédiaire, lui, travaille pour un agent d'un bailleur social. Et cet agent va faire un truc très simple, il va piocher un seul dossier dans la pile, celui qui a payé, et le présenter à une commission de validation qui est bien sûr complice. 1 mois plus tard, c'est réglé, les clés sont remises. Et pendant ce temps-là, 4 millions de familles attendent leur tour, légalement. Ce système, il ne crée pas de logement. Il en vole un à quelqu'un d'autre qui était prioritaire. Voilà l'impact direct. Et c'est aussi comme ça que s'installe une idée dangereuse, que les règles finalement sont faites pour être contournées. Ça prépare le terrain pour des abus bien plus grands. Bon, maintenant, plongeons un peu plus profondément sur la surface. Obtenir un passe-droit pour un appartement, c'est une chose. Mais pour vraiment s'enrichir, il faut changer d'échelle. L'idée n'est plus de contourner les règles, mais de les réécrire. Pour soi. Là, la cible change. On ne vise plus le petit agent, mais l'élu. Celui qui a le pouvoir de décision. En France, un des pouvoirs les plus convoités, c'est le plan local d'urbanisme, le PLU. C'est ce document qui dit très simplement « ici, on peut construire et là, on ne peut pas ». Et cette carte, un maire peut la redessiner. Prenons un cas réel, celui d'Antonio de Souza, un promoteur immobilier. En 2005, il achète un verger. En tant que terre agricole, ce terrain est inconstructible. Sa valeur est donc ridicule, à peine 3 € le mètre carré. Mais De Souza a un plan. En échange de quelques faveurs, la rénovation d'un appartement par-ci, le creusement d'une piscine par-là, plusieurs maires de la région acceptent de modifier leur PLU. Et là, magie. D'un simple trait de crayon, le verger agricole devient un terrain constructible. Sa valeur explose, elle est multipliée par 200. Un terrain acheté 50 000 € en vaut soudain 11 millions. C'est une opération incroyablement rentable. Bien sûr, mais ça reste un coût. Une fois le terrain vendu, la source de revenus s'arrête. La stratégie ultime, la plus lucrative, c'est de trouver un flux d'argent qui ne s'arrête jamais. Et la source la plus abondante, la plus inépuisable, c'est l'argent public. Quand une mairie ou une région lance un appel d'offres, par exemple pour construire une route, la loi exige une mise en concurrence. Le but, c'est d'obtenir le meilleur prix. Mais il y a une technique pour faire sauter ce principe, le cartel. Des entreprises, qui sont normalement concurrentes, vont s'entendre en secret. Au lieu de se battre sur les prix, elles décident entre elles qui va remporter le marché et à quel prix. Une fois la concurrence éliminée, elles peuvent gonfler les factures de 20 à 30%. Une partie de ce surplus est ensuite reversée discrètement au fonctionnaire qui a fermé les yeux. Le système est parfait car les intérêts sont alignés. Plus le fonctionnaire signe de gros contrats, plus sa commission est élevée. On descend encore, tout au fond de l'iceberg. On a vu comment contourner les règles, puis comment les réécrire. Il reste un dernier stade, le plus effrayant. Celui où on ne se contente plus de voler l'État, mais où on se l'approprie. L'histoire qui illustre ça dépasse l'imagination. C'est celle de 3 frères, les Gupta. Partis de rien, ils ont mis au point un plan sur 20 ans pour mettre à sac l'économie d'un pays entier, l'Afrique du Sud. Leur pari était complètement faux, repérer un futur président et en faire leur marionnette. Leur stratégie est d'une patience redoutable. Dès la fin des années 90, ils jettent leur dévolu sur Jacob Zuma, une figure montante du parti de Mandela. Ils le couvrent de cadeaux, le financent, mais sans rien demander en retour.
C'est un investissement, un pari sur l'avenir. Ils sont persuadés qu'une fois au pouvoir, il leur devra tout. Et en 2009, le pari est gagné. Zuma devient président. C'est là que la deuxième phase du plan commence. Utiliser son pouvoir pour nommer des alliés à la tête de toutes les grandes entreprises publiques du pays. Une fois leurs pions en place, le pillage peut commencer. Le mécanisme est d'une simplicité brutale. Chaque fournisseur des entreprises publiques, transport, énergie, aviation, doit surfacturer ses prestations de 10 à 20% et reverser la différence sur des comptes secrets à Dubaï. L'État n'est plus un outil au service des citoyens. C'est devenu une machine à cash, une pompe à fric pour un clan privé. Le bilan final, après des années d'enquête, donne le vertige. On estime que les Gupta et leurs associés ont détourné ou gaspillé près de 100 milliards de dollars d'argent public. Pour se donner une idée, c'est comme si 3% du PIB du pays avait été volé chaque année pendant 10 ans. Et pour la population, les conséquences sont catastrophiques, bien réelles. Les trains, faute de maintenance, s'arrêtent de rouler. La compagnie aérienne nationale fait faillite. Le réseau électrique, pillé de toutes parts, s'effondre, provoquant encore aujourd'hui des coupures de courant qui peuvent durer des heures, chaque jour. C'est une décennie entière de développement qui a été perdue pour le pays. Face à des systèmes aussi énormes, aussi puissants, on pourrait se dire qu'ils sont invincibles, impossibles à arrêter. Et pourtant, chaque système de corruption, du plus petit au plus sophistiqué, possède une vulnérabilité. Une seule, un talon d'Achille. Le grain de sable dans l'engrenage, ça va être un homme. Quand les Gupta veulent remplacer le ministre des Finances par un de leurs alliés, ils convoquent son adjoint, un certain Jonas, pour lui proposer le poste. Et c'est là qu'ils prononcent cette phrase, un aveu de leur toute-puissance. Pour Jonas, c'est le choc. Il refuse. Et il décide de tout raconter publiquement. Cet acte de courage est d'une rareté absolue. Une étude a montré que sur 200 000 personnes témoins d'actes de corruption, seul 1% osent porter plainte. Ce silence s'explique par le risque, bien sûr. Dénoncer, c'est s'exposer à des menaces, à un licenciement, à un isolement complet. Et pourtant, c'est bien là que se trouve la faille. Parce que chaque niveau de l'iceberg, chaque mécanisme qu'on a exploré, du plus petit passe-droit au plus grand pillage d'État, ne peut fonctionner que dans le secret. Il suffit qu'une seule voix s'élève, qu'un seul témoignage fuite, pour que tout le château de cartes commence à s'effondrer. Du petit pot de vin à la capture de l'État, tous ces systèmes partagent la même dépendance, la même faiblesse fondamentale. Ils ont besoin du silence pour survivre. Un silence qui n'est rompu que par une poignée de personnes, conscientes d'être peut-être le dernier rempart. Alors la question reste entière. Face à un système aussi puissant, qu'est-ce qui pousse une personne à prendre l'immense risque d'être celle qui parle ?